Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui vient nous parler de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc pour les projets résidentiels, commerciaux et industriels. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, n'hésitez pas à les appeler. Ainsi que Delta, qui est un manufacturier de robinetterie qui est représenté par Lajoie. Donc, vous pouvez les contacter pour avoir les spécifications. J'aimerais aussi remercier Bugatti qui nous permet d'offrir à nos invités un super sac et un très beau cadeau. Donc, cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Isabelle Côté de Coffrage Synergie. Donc, sur ce, bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour Isabelle, on part 2 de l'entrevue. En première partie, on parlait de ton implication au niveau réseau des femmes, leadership, tout ça, les tribunes. Mais moi, j'aimerais ça parler au niveau famille, tu sais. Je me souviendrai tout le temps, puis ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais je sais... Tu vas me dire? Non. Je me souviendrai tout le temps que quand tu avais eu ton premier garçon, il était encore dans sa coquille et il te suivait dans les réunions pas les réunions de chantier, mais les réunions de démarrage, les réunions. Et là, j'ai compris de où venait le sentiment familial de Synergie. Tu sais, les enfants sont encore omniprésents. Tu en parlais du congrès Synergie. La famille est toujours impliquée. Là. Ça fait partie de votre génétique depuis Day One. Oui, parce que même si l'entreprise a juste 20 ans, notre volonté de vouloir essayer de travailler chez Coffrage Synergie, comme je dis souvent à beaucoup de gens, là, c'est loin d'être une job. C'est un mode de vie. C'est une façon de réfléchir, c'est une façon d'opérer, puis de créer le lien complètement entre la vie personnelle et la vie d'entreprise, même peu importe le rôle qu'on joue. Honnêtement, c'est quasiment difficile chez nous et c'est souhaité. Parce qu'on veut penser autant aux familles quand on est sur un job qu'on veut que les gens pensent à nous aussi le soir et vice-versa, mais que ça devienne une expérience positive ultimement. Fait qu'on n'a pas peur d'aller chercher l'engagement des conjoints, des conjointes. C'est pour ça qu'on les invite à nos événements. C'est pour ça qu'on crée beaucoup d'événements familiales parce que ça peut pas être une job, c'est plate. Une job, ça draine. Une job, c'est des années à écouler. Mais le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, ça se fait au quotidien, au travers. Le travail, c'est valorisant, c'est l'activité. Tu es supposé d'avoir du plaisir à faire ce que tu fais. Tu le disais d'emblée, comment tu étais content d'être atterri là où t'es, puis d'avoir l'honneur de pouvoir faire des podcasts dans ta job. Mais c'est là que tu veux être. Mais il y a sa place pour tout. Puis l'important, c'est de mettre les gens au bon endroit, qui atterrissent dans un environnement qui leur est favorable, puis qui vont pouvoir se développer personnellement. Puis pour ça, de tracer une ligne ferme entre les deux zones, honnêtement, j'y crois pas. Je crois pas que c'est possible. Bien, je vais faire un parallèle avec la nourriture. Tu sais, je parlais avec ma copine hier. Puis là, on parle, tu sais, on aime ça, intégrer des repas végétariens, des repas de poisson. Mais tu sais, puis là, tu sais, des fois, je regarde, tu sais, il y en a keto, régime. Puis moi, j'ai une philosophie que dans n'importe quoi, il faut un équilibre. Puis un peu, tu sais, pour faire un parallèle avec ce que tu dis, si la famille est impliquée, ben cet équilibre-là là, se fait de façon naturelle. Ça devient un automatisme. Tu sais, les fameux automatismes que tu parlais dans la première partie, mais le fait d'impliquer la famille dans ça, ben probablement, je trouve que c'est une belle façon de redonner parce que c'est beaucoup d'investissement. Tu sais, la construction, on aime bien dire que c'est 40 heures semaine, là, mais la réalité de la chose, c'est pas 40 heures semaine. Là, c'est plus que ça. Des fois, c'est pas tout le temps du 8 à 3 ou du 7 à 3 ou je connais plus les horaires, là, mais c'est plus tout le temps un horaire fixe. Là, Des fois, il arrive que, je me souviens qu'une année, le camion de béton arrive plus tard. Là.
Faut couler. Il faut couler, là. Mais ton équipe est là. Ouais. Fait que le camion de béton arrive en retard. Parfait, peu importe la raison, quoi. Mais il faut couler, puis il faut des gens qui soient là pour supporter le travail. Mais ça, quand tes gens sont impliqués, la famille est compréhensive, mais la journée que la personne a besoin d'une journée de vacances, ben il apprend, puis c'est quasiment « Ah ouais, pas de trouble », c'est comme « Ben oui, il va au médecin avec sa femme. C'est normal, là. » Oui, mais c'est important que ça devienne donnant-donnant, effectivement, puis de trouver comment faire pour amener ça à un autre niveau. Puis je pense que ça passe énormément, nonobstant le nombre d'heures, nonobstant l'organisation, mais ça passe par la reconnaissance, l'appréciation réelle qui est au-delà de la rémunération. Tu sais, de sentir que tu as donné un petit coup, bien, ton superviseur, il est sincèrement reconnaissant. Tu l'as pas fait parce que c'était ta job. Tu l'as fait parce que tu voulais t'impliquer, bâtir dans quelque chose de plus grand que toi. Parce que, tu l'as dit tantôt, là, bâtir une maison tout seul, on peut bien le faire. Mais on fera pas des 40 étages tout seul. On peut pas, il y a des choses qu'on peut pas faire. Fait qu'immanquablement, il faut travailler main dans la main en partner pour réussir à y parvenir. Puis ça va dans... Tout le monde est aussi important dans une construction, c'est juste qu'on a des rôles différents. Puis dans une business, c'est la même chose. Je ne dis pas parce que je porte le titre de présidente que je suis plus importante que ma réceptionniste. Au contraire, c'est elle, la pilier, elle accueille tout le monde, elle est devant, elle est à l'avant-plan. Mais au même titre que mes gens de terrain, s'ils ne sont pas reconnus, appréciés dans leur travail, ça ne marchera pas, leur job. Leur travail ne sera pas satisfaisant. On les attend. Fait qu'on travaille beaucoup sur les soft skills, sur la capacité à amener le respect, d'amener l'appréciation, la reconnaissance. J'ai parlé de communication dans le premier podcast, de communication claire et efficace, d'expliquer pourquoi on fait quelque chose, puis de prendre le temps d'amener les gens à un autre niveau. Puis ça, c'est faire de la construction différemment. Oui. Puis je suis persuadé que le taux de rétention chez Synergie doit être... le taux de rétention de personnel doit être hyper élevé. Là. Il ne doit pas avoir plein... Une fois que tu goûtes à la méthode Synergie, ben t'as juste le goût de rester là parce que tu veux faire partie de l'histoire, de l'évolution, tu vas être le prochain qui va amener, qui va être peut-être lui qui va faire la différence dans le prochain. Fait que c'est sûr que tu parlais au début, créer un environnement favorable à l'évolution des gens, mais ça en est une façon. Puis tu sais, c'est faut faire évoluer l'industrie. Puis ça, on appelle, oui, le taux de rétention, c'est une chose, mais sais-tu c'est quoi le meilleur taux qu'on a chez nous? C'est le taux de retour. Des gens qui pensaient qu'on était trop exigeants, trop disciplinés, trop rigoureux, puis qu'on leur offrait des cadres tellement rigides que c'était difficile de rentrer là-dedans. Du côté rebelle, des fois, des années début vingtaine, qu'ils disent non, c'est pas là-dedans que je vais évoluer. Puis c'est du quoi? Cette gang-là, ils reviennent tous. Ils reviennent parce qu'ils se rendent compte à quel point, justement, on est organisé, on est structuré, la job avance, on évolue, puis on amène ça à un autre niveau, puis on laisse place à l'évolution, puis à la relève des gens. Fait que c'est notre meilleur taux, ça. C'est hallucinant, le taux de retour. Puis ça fait des belles expériences à compter. Oui, bien, puis c'est vrai, tu sais, je parle juste avec les enfants en général, tu sais, quand tu leur donnes un cadre, ben c'est le fameux carré de sable, quand on connaît nos limites, puis ben, quand ça, c'est connu, là, puis il y a de la place pour évoluer, là, je fais un tout petit carré de sable, mais ça peut être un plus grand. Tu sais, une année, tu te rends compte que, OK, ben, je peux quand même évoluer là-dedans, m'épanouir dans ça, mais il y a des cadres pour que le reste continue aussi à bien évoluer dans l'équation. Ouais. Puis tu parlais des enfants, tu sais, comment leur place que je leur accorde dans l'entreprise. Tu sais, moi, j'ai pris probablement un des plus courts congés de maternité de l'histoire de l'industrie de la construction. 3 jours, là. J'ai mes 3 grossesses, incluant l'hôpital, puis j'ai eu 3 césariennes, ben la totalité de des congés que j'ai pris, c'est 9 jours. Fait que pour les 3 grossesses. Fait que on peut dire que j'en ai pas pris, là, de congés. Mais pour moi, je l'ai dit, moi, c'est un mode de vie. Moi, je m'ennuie du bureau, je m'ennuie de la gang quand je les vois pas, quand je les côtoie pas, quand je suis pas avec eux. Fait que d'allier la famille là-dedans, puis d'apprendre à un très jeune âge aux enfants qu'il est possible de mixer tout ça, puis c'est possible d'aimer ce qu'on fait,
au même titre que je pense que c'est ma responsabilité de leur montrer à quel point j'aime mon travail parce que je m'attends d'eux qu'ils aiment l'école, qu'ils aiment leurs activités, qu'ils aiment tout ce qu'ils font et que rien de leur quotidien n'est une corvée. Au contraire, ça fait juste partie d'un passage de vie. Puis c'est positif. Puis on n'attend pas à plus tard pour être heureux. On est heureux à tous les jours. Puis ça, de faire participer la famille dans nos activités, ça, j'ai parlé de mes enfants, mais de le faire avec nos employés, les conjoints, de partager tout ça, c'est ça, la famille Synergie. Oui, bien. Puis c'est tellement un bel héritage à laisser à nos enfants. T'sais. Puis pas plus tard que... C'est spécial parce que on dirait que je suis dans cette passe-là dans ma vie de prendre conscience de tous ces petits points-là qui peuvent faire la différence. J'ai ma petite fille Romy qui, je pense que tu avais connu l'histoire, fait énormément d'anxiété, de la grosse chaîne et tout ça. Et là, elle vient écouter mes émissions de télé. Elle écoute sur YouTube des petits bouts de mon podcast. Puis elle me dit, mais papa, t'as l'air tellement avoir de plaisir à faire ça. Puis là, je dis, oui, mais ça, là, Romy, là, ça, là, papa, quand il était tout petit, il avait de la difficulté à faire des exposés orales. T'sais. Puis aujourd'hui, là, j'ai tellement de plaisir à faire ça. Puis là, je fais ça tous les jours. J'en fais dans les podcasts, mais je fais aussi des présentations de produits. Je rencontre clients. Puis son mindset a dit, ah ouais. Puis là, je dis, quand tu vas faire quelque chose, là, quand tu vas faire une présentation, il est en train de faire une présentation sur les ours polaires. Puis là, je dis, fais juste. Les gens, là, ils veulent juste avoir du plaisir à t'écouter. Hey, mais le plaisir fou qu'elle a, le mindset. Wow. Et pourtant, c'est la même. Tu sais, à la fin de la journée, c'est la même tâche. Mais c'est juste qu'elle l'aborde avec deux mindsets différents. Puis ça fait une énorme différence, là. Puis, tu sais, on la voit, c'est une petite fille qui évolue là, à une vitesse folle. Là. Puis, c'est ça, c'est tout beau cet héritage-là, mais tu sais, de laisser ce que vous donnez à vos enfants actuellement, c'est une connaissance qui est inestimable. Pour l'instant, ils sont trop jeunes pour comprendre ça. Ils vont arriver à un moment dans leur vie où ils vont faire hey, on a été gâtés d'avoir cette opportunité-là. Puis dans ça, après ça, les trois vont prendre trois chemins différents. Trois pour se réunir, mais peut-être se réunir, peut-être dans trois domaines différents, mais c'est au moins tu leur donnes cette possibilité-là. Mm-hmm. De où est venue l'idée du fameux congrès Synergie? Parce que c'est né comment, cette idée-là? C'est une bonne question. Comment c'est né déjà le congrès? C'est né d'une volonté de se réunir, premièrement, mais de faire évoluer le fameux party de Noël traditionnel, tout pareil, puis que, voyons, il me semble qu'il y a moyen de faire évoluer ça autrement, t'sais. Puis on s'est dit, tant qu'à se réunir à un endroit, tout aussi bien de faire des événements formatifs dans le jour, d'aller donner de l'information, mais surtout de toucher les gens puis de les amener à un autre niveau, de les faire évoluer. Mais pas ça revient, c'est quoi de mieux que de se réunir autour d'une salle puis de partager autant nos messages d'entreprise que de partager des témoignages. On va partager plein de choses. Puis les technologies, il n'y a pas si longtemps, réunir des gens de l'industrie de la construction derrière un écran, on s'entend que c'était quelque chose qu'on n'imaginait même pas. Je veux dire, merci à la COVID de nous avoir fait évoluer à vitesse grand V vers d'autres choses. Puis autant la gang administrative que les gens de terrain. On est rendu aujourd'hui, notre congrès évolue. On a notre première édition en ligne des rendez-vous des passionnés où on aura 1500 employés qui seront en ligne. Et c'est un interactif, c'est pas juste un visionnement, c'est un interactif où on va les chercher, où on peut tous les interpeller de façon individuelle pour aller créer de l'échange. Ça va être vraiment intéressant, j'ai bien hâte. My God! Ça, je me fais un plaisir de l'animer moi-même. Tous les congrès, je les ai toujours animés parce que, justement, ça a commencé, les congrès, comment? Des réunions dans le garage. Après ça, qui ont évolué, mais le garage est trop petit, on va louer une salle, puis on va faire évoluer ça à un autre niveau. Ouais, mais là, tant qu'à faire ça, on va rajouter une autre couche, puis c'est notre volonté de vouloir redonner aussi à nos employés, mais
Faire juste un party de Noël ordinaire, ça nous plaisait pas. On voulait faire plus. C'était plus assez juste. Non, c'est comment qu'on fait pour amener ça à un autre niveau. Fait que on s'assure dans les congrès, on les touche, on les fait rire, on les fait pleurer, on les fait se souvenir de d'où ils viennent, on fait surtout rêver jusqu'où ils peuvent aller. Fait que il y a beaucoup, beaucoup d'émotions dans nos congrès, dans les messages qu'on passe, puis ça va bien, ça fonctionne bien. Puis vous faites ça combien de fois par année? Le congrès Synergie a lieu une fois par année. On a des événements familiaux plusieurs fois dans l'année. On a l'équipe d'événements internes aussi qui est extraordinaire, qui a tellement d'idées. On a le triathlon des neiges en ce moment qui a lieu. On a fait des activités pendant même toute la pandémie. Les différents... Avec la Saint-Valentin, la gang d'événements ont fait la tournée de tous les chantiers, monter dans les grues à tour, aller porter un petit cadeau, une pensée à 100% de nos employés qui ont été rejoints. Fait que, en une avant-midi, tout le monde avait reçu son cadeau en main propre de la part d'une des personnes de l'équipe d'événements. Fait que des idées comme ça, hein. On en amène beaucoup. On fait beaucoup de choses. Là, c'est dur un peu avec la COVID de se réinventer puis de faire des choses. Mais quand même, on a rejoint les gens. On fait beaucoup de vidéos. Tu le vois avec ce qu'on fait. Via l'application Synergie, on réussit à rejoindre tous nos employés avec des courtes vidéos. Il y a le mot de la présidente, entre autres. Il y a tous les messages, les joyeux anniversaires, les nouvelles naissances. On a tout le réseau Synergie interne qui nous permet d'aller au bout de notre application chercher toute notre gang. Wow! Puis ça, c'est une application que vous avez développée puis que tout le monde a sur son téléphone? Oui, c'est un équivalent un peu d'un intranet d'entreprise, mais c'est bien au-delà de ça. Ça va, ça pousse le temps de l'on paye, les assignations, les informations des employés, mais c'est tout le volet personnel aussi de l'employé. Si tu veux mettre à jour ton adresse, si tu veux mettre à jour tes cartes de formation, fait que c'est directement relié avec les systèmes internes chez Coffrage Synergie. Fait que tout s'automatise pour s'assurer que notre personnel administratif travaille pas à l'entrée de données, mais à des tâches à valeur ajoutée. Fait qu'on les fait réfléchir plutôt que les faire pitonner. Et ça, c'est pas mal plus le fun. C'est toujours bon aussi sur la rétention, ça, d'amener les gens à un autre niveau. Mais l'application Synergie, c'est aussi le volet formatif. Fait que toutes les vidéos en Synergie Production, on tourne toutes nos vidéos in-house. C'est des capsules formatives de 30 secondes à 3-4 minutes qui permettent de former nos gens sur différents sujets hyper spécifiques sur les 5 axes de l'ADN Synergie. Fait que donc, la santé, sécurité, la qualité, partenariat, l'efficacité, l'esprit d'équipe. Donc, on s'assure de passer nos messages et de les standardiser. J'aime ça, moi, la standardisation. Quand tout le monde parle le même message en même temps, on teste les connaissances des employés à la fin du quiz, puis on les récompense avec des points de l'application Synergie qui dépensent où? Ben, à la boutique Synergie, où on leur offre toutes sortes de produits brandés, on leur offre des équipements de sécurité, toutes sortes de choses pour réussir à ce que leur journée soit plus égayée. Wow! C'est... toi, Marc, mais toute l'équipe, vous devez être hyper fiers de où ce que c'est rendu actuellement. Je te dirais, quand on arrive à ça la première fois, puis qu'on s'est dit, un jour, on va avoir une application Synergie, puis qu'on va amener ça, toute l'information qui va là-dedans, puis écoute, des idées, j'en ai encore. Puis l'équipe de développement interne qu'on a, écoute, ils sont... Ils embarquent à dire, OK, on n'avait pas pensé à ça. OK, oui, mais on va penser à ça. Ils disent, je vais me fouiller. On cherche. Ils sont hyper créatifs pour réussir à l'amener à un autre niveau de notre application. Puis, ça nous permet de rejoindre notre gang, de rejoindre les gens. Puis, l'application, on l'a sortie, on l'a développée. On l'a rêvé 2 ans avant sa sortie. On l'a commencé à peu près 1 an avant sa sortie. On devait lancer officiellement l'application au congrès au Château Frontenac le 27 mars, soit quelques jours, quelques jours avant tout l'arrêt de tous les chantiers. Mais nous, on était prêts. Fait qu'on avait rêvé à une application qui nous permettrait de rejoindre les gens, même si on ne les voyait pas. Puis la COVID nous a, tous pris par surprise, mais on avait rêvé à la solution bien avant. Elle était prête, fait qu'on l'a sortie quand même. Fait que pendant tout le temps de la pandémie, ça nous a permis de rejoindre toute notre gang facilement, rester connectés, rester soudés surtout. Fait que c'est de se doter des bons moyens de communication, je l'ai dit tantôt. Il faut communiquer, il faut utiliser les technologies, il ne faut pas avoir peur de parler, il ne faut pas avoir peur de parler de nos craintes, de nos défis. Puis c'est là quand on expose un enjeu, qu'on expose quelque chose qu'il faudrait améliorer, les idées sortent.
Ils sortent tout de suite. Il y a tout le temps quelqu'un qui a la solution. Puis il y a quelqu'un qui a vécu le problème, qui a trouvé sa solution et que là, par la suite, c'est comme, il y a spread. Moi, c'est ce que j'aime de, justement, ces meetings-là. On a nos meetings La Joie. Puis ces meetings-là, c'est ça qui me fait triper. C'est, tu sais, moi, Nick, Pierre, puis Fred, on pose une problématique que quelqu'un nous a amenée. Puis par la suite, c'est le reste de l'équipe qui les solutions pleuvent. Puis là, tu devrais faire ça de même au lieu de faire ça comme ça. T'as-tu pensé à ça? Ah, puis quand t'approches, essaye ça. Là, je suis comme, my God, c'est tellement facile. Mais justement, d'amener toute cette culture-là du partage. Parce que des fois, il y en a qui partager leurs craintes. En anglais, ils disent weakness, là, montre une faiblesse lui, il est faible. Mais non, c'est comme, non, il est juste plus brillant. Lui, il a un problème, il en parle, on trouve une solution, il n'y a plus de problème. Fait que ce côté-là du partage, pour moi, c'est une priorité dans l'industrie de la construction. Je te dirais qu'avec la COVID, les gens, à cause de toutes les différentes problématiques qu'il y a eu d'isolement, de gérer le stress de tout ça, les chantiers, on dirait que ça, les gens sont un petit peu plus ouverts et que les communications sont plus directes. J'ose espérer qu'avec la reprise, là, on est exactement là-dedans, que ce côté-là va rester. Ben moi, je suis convaincue que ça va rester. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin de façon criante. On a besoin de ne pas se cacher derrière des masques et ça ne veut pas dire qu'on ne réussit pas, là. C'est pour loin de là. Je pense que c'est extrêmement important d'être des leaders humbles, présents et qui vont partager leurs craintes et qui vont encourager les gens à faire la même chose. Je pense que les gens qui ont le plus souffert pendant toute cette pandémie-là, c'est les gens qui ont été attaqués psychologiquement, mentalement, l'angoisse qui a été vécue. C'est hallucinant et ce n'est pas terminé. Non. Et les conséquences de tout ça, on ne fait que commencer à les voir, à les vivre. Des générations qui vont en souffrir. Fait que maintenant, on dit, on fait quoi? On fait quoi avec ça? Et qu'on a parlé des soft skills, on a parlé de ce qu'il faut faire pour réussir à avancer, mais l'industrie de la construction, il faut arrêter de se cacher derrière cette image d'homme fort, inatteignable. Je dis homme, mais il y a autant des femmes, tu sais. Il y a autant des femmes qui font ça. Pourquoi? Parce qu'on a calqué notre image en arrière de ce qu'on a vu, en arrière de l'expérience qu'on a vécue. Fait qu'on fait quoi? Ben, on imite des modèles. Je ris parce que tantôt, je parlais de ton ampoule, mais là, je parle de ton singe en arrière. On se calque derrière les modèles qu'on a vus. Et c'est ça, les leaders qui sont en avant de nous. Et c'est normal. On a tous fait ça. Nos enfants apprennent de cette façon-là. On apprend énormément par imitation. Fait que là, on dit, bon, OK, constat, là, on fait quoi avec ça? Comment qu'on fait pour l'amener à un autre niveau? Je pense que je participe à un groupe qui est l'Alliance sur la féminisation du leadership, qui est une alliance qui regroupe beaucoup d'organisations, hommes et femmes, qui se regroupent sous un même thème pour amener le leadership à un autre niveau. Loin d'être un mouvement féministe, là, qui n'est pas ça du tout. La féminisation du leadership, c'est simplement d'avoir un leadership qui est plus humain, qui est axé sur l'individu, sur ses forces, sur ses faiblesses. Comment qu'on fait pour le faire évoluer? Puis c'est incroyable comment que les skills, les talents des personnes vont vraiment ressurgir quand on laisse toute la place aux individus en avant d'eux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de cadre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'organisation. C'est pas ça, là, on ne part pas dans un esprit créatif à pu finir. C'est juste d'être plus intéressé aux gens, de prendre le temps de les écouter, de prendre le temps de les respecter aussi, puis se respecter soi-même au travers de ce parcours-là. Puis, tu sais, j'ai commis moi-même l'erreur au fil de mon parcours professionnel de tenter de me boysiser, tu sais, là, d'être one of the boys, puis essayer de soit prendre un langage, des façons de faire, du verbal, du non-verbal, mais c'est normal, on vient imprégner. Tiens-toi avec un groupe qui parle un français de France, c'est fou, on parlera plus pareil, tu sais, mais c'est la même chose. Fait qu'on gravite autour de ces témoignages-là, puis de cette façon de faire-là, puis on en devient imprégné. Mais il faut renverser la vapeur. Puis je l'ai dit d'emblée, on avait commencé en disant, dans le premier podcast, moi, j'ai participé au Mondial des métiers, un Mondial des métiers qui, j'ai lu au travers cette participation-là, la fierté hallucinante de beaucoup de pays à valoriser les métiers manuels, les métiers des artistes, là, des artistes, des créateurs, des bâtisseurs. Et je trouvais qu'au Canada,
on connaît même pas cette organisation-là, on connaît même pas ça, le mondial des métiers. Mais pourquoi? Parce que c'est mal vu. C'est mal vu, les métiers de la construction. Il y a quelque chose à déconstruire dans notre façon de voir les choses, que le seul parcours à succès n'est pas seulement le parcours universitaire. Les parcours professionnels sont extrêmement importants, puis il faut continuer à former et amener ces travailleurs et ces travailleuses-là à un autre niveau pour qu'il y ait un meilleur pied d'égalité envers toutes les couches de la société. Oui, puis si on parlait d'autres pays, j'ai eu l'opportunité d'aller au Danemark avec le consulat canadien pour aller faire une tournée du Danemark. Puis, au Danemark, ils sont très réputés au niveau technologique. Les pompes, peu importe les meubles, la façon. Et en parlant avec des inventeurs, des créateurs, eux, il y avait tous des corps de métier qui étaient impliqués. Donc, si on allait pour une technologie hyper sophistiquée au niveau... les gens regardaient pour les mouvements dans les salles pour les personnes en démence, puis s'assurer, ou les personnes ayant des troubles d'Alzheimer, pour s'assurer que la personne a été aux toilettes, tout ça. Fait que là, c'est des gens là, qui inventent des produits. Puis, eux, ils me disent, moi, dans mon équipe, c'est des infirmières. Après ça, j'ai le gars qui coule le plastique. Puis là, j'étais comme... Puis là, il me dit, j'ai le concierge. Là, j'étais comme... Là, je dis, je comprends pas. Mais il me dit, c'est lui qui le lave. Je veux savoir comment il fait ça. C'est lui qui est impliqué avec moi. Fait que je veux qu'il me donne son feedback, puis en même temps, moi, là, une fois que j'ai créé ça, là, je le mets sur la table, ça ne m'appartient plus. Là. C'est là. Fait que là, il dit, tous ces métiers-là ont une valeur, puis le respect que je voyais en Europe des différents métiers versus un peu en Amérique du Nord, qu'il y a toujours la fameuse hiérarchie. Là-bas, ils l'ont aussi, à un certain niveau, mais la distribution de l'information, la récolte d'informations, l'implication des gens, on dirait qu'il y a comme il n'y a plus de hiérarchie. Tout le monde est impliqué, puis tout le monde fait partie de l'équipe. Puis c'est ça la beauté, puis je pense que c'est un peu ça que vous avez réussi à créer chez Synergie, mais aussi dans ton groupe de... Bien, tu l'as dit, on l'a dit, tout le monde est important, on a juste un rôle différent à jouer, mais on n'est pas plus important l'un que l'autre. Dans une entreprise, dans un comité, dans une façon d'opérer, on a besoin de l'expertise de tous et chacun pour créer un tout. Puis ça, je rêve vraiment à ça, là, de redonner les lettres de noblesse à notre magnifique industrie de la construction, puis tu l'as bien dit. Trop longtemps, ces parcours-là ont été dévalorisés, puis il y a des gens qui se sont retrouvés non pas par choix dans cette industrie-là, non pas parce qu'ils voulaient créer, simplement parce que c'est le parcours qui s'est fait, puis il y a des gens qui se sont retrouvés dans des parcours universitaires qui auraient définitivement dû aller suivre ces parcours-là, et vice-versa. Quand j'ai donné une conférence, justement, au dernier symposium sur la féminisation du leadership avec l'Alliance, j'ai une dame qui est venue me voir après ma conférence, quand j'ai parlé de la construction, puis des constats qu'on peut y vivre, puis qui m'a dit, je dis, vous savez, madame, je dis, mon fils aussi est dans la construction. Puis là, j'ai réalisé à quel point elle me parlait de son fils, oui, elle en était fière, mais on dirait qu'elle voulait pas que les gens autour sachent que son fils était dans l'industrie de la construction. Je dis, on a vraiment un enjeu ici, là. C'est une industrie magnifique. La collaboration avec tous les corps de métier, c'est fou, là. Et on exige de plus en plus à notre industrie. Mais il va venir un moment où si on ne travaille pas autrement, différemment, en incorporant quoi? Comme j'ai dit tantôt, les soft skills au travers l'apprentissage, très jeune, même à l'école, je travaille en collaboration justement à amener dans la formation professionnelle plus de formation en lien avec la soft skill. Je rêve à ça, là. Avoir une capacité à communiquer adéquatement. Autant quand on reçoit un message que quand on veut l'exprimer. Nos prochains leaders sur les chantiers de construction, les chefs d'équipe, les contremaîtres, les surintendants, ils se doivent... Écoute, ils deviennent plus des gens qui font, ils deviennent des gens qui doivent communiquer leur vision et amener ce groupe-là à un autre niveau. Mais on les a formés comment pour devenir des leaders?
On les a pas formés. Non. On leur a dit c'était quoi la largeur d'un trou de lave-vaisselle puis la hauteur standard d'un comptoir. C'est ça qu'on leur a appris. Mais ça, c'est facile d'apprendre ça. C'est des données, ça se trouve. Maintenant, si tu veux savoir la capitale de n'importe quel pays, tu as besoin de le savoir par cœur, demande à Google. Mais c'est la même chose. Il faut réapprendre la façon qu'on éduque les gens pour leur amener des capacités différentes à interagir en tant qu'être humain. Je m'en vais peut-être loin. Où est-ce qu'on veut être? Mais on a complètement oublié cette capacité-là, ces notions-là, puis il faut définitivement que ça revienne dans les parcours professionnels. Puis c'est comme ça qu'on va faire pour que plus de gens se réintéressent à notre industrie, qu'on ait les bonnes personnes au bon endroit. Ça va amener quoi? Du monde juste plus heureux. On quitte les gens en ce moment. Le plus gros enjeu de la CCQ, c'est quoi? C'est l'exode des nouveaux travailleurs, le 0-5 ans, les nouveaux travailleurs, c'est l'exode qui quitte l'industrie de la construction. Ils ne quittent pas un employeur, ils quittent l'industrie. C'est énorme, ça. C'est énorme. Puis c'est vraiment un enjeu que la CCQ sont au courant, ils s'y adressent, mais ils cherchent des solutions, des façons de faire. Mais c'est tous ensemble qu'on va y arriver, là. Jamais un organisme comme la CCQ va pouvoir y parvenir seul. Il faut que tous, en tant qu'employeurs, en tant que travailleurs de l'industrie de la construction, on se conscientise là-dessus, puis qu'on fasse notre part. Là. Bien, tu sais, pour régler ce problème-là, on parle de communication, le respect, tu sais, je vois de plus en plus, puis tu sais, le respect, c'est pas juste des merci, j'apprécie beaucoup, tu sais, ça passe au-delà de ça, tu sais, de donner le bon outil aux travailleurs pour qu'ils fassent bien sa job ou que ça soit plus facile ou que ça soit plus sécuritaire. Ça fait partie du respect. De créer un environnement qui permet l'évolution. Tu sais, la pire chose tu sais, que tu peux faire à un individu, c'est de l'enlever de ses responsabilités. Son évolution là, va tomber instantanément. Tout à fait. Je l'ai vécu dans certaines sphères de ma vie, puis si tu t'enlèves des responsabilités à une personne ou à un individu, tu tues son évolution puis sa création. Donc, mais de donner ça demande aussi de faire confiance à la personne. Parce que si tu donnes pas la confiance à la personne, ben tu sais, je me souviens, j'ai eu à travailler une année chez Bombardier. Puis, chez Bombardier, tu prenais un crayon, fallait que tu le notes, puis il fallait 2 approbations. Un crayon. Puis là, moi, j'étais comme... Ben, puis là, il arrivait le fameux temps des entrées scolaires. Puis là c'était... Il faut 3 approbations de août à septembre. Là, tout septembre, 3 approbations. Puis là, j'étais là. Hey, je dis, c'est aberrant. Puis là, il était comme, non, on va se faire voler plein de ça. Mais je dis... Admettons là, que sur les 1000 employés qu'il y a là, il y en a 100 de malhonnêtes. Hey, 100, là, c'est beaucoup, là. Qui viennent faire leur emplette, là. Tu es en train de tuer 900 personnes, leur sentiment de toi, t'es un pas bon, puis je te fais pas confiance. Je dis, vous voulez savoir, c'est quoi votre problème? Parce que année, j'étais avec la direction, puis je leur dis, ça n'a pas de chance. Puis là, ils me disaient, donne-nous des idées, parce qu'on ne réussit pas à garder notre monde. Puis là, je dis, ben ça, là, hey. Puis là, on parle, Isabelle, on parle d'un crayon à 25 sous, là. Puis ils sont 1000 employés, fait que des crayons, ils en passent, là. Je dis, vous tuez l'innovation puis la responsabilisation des gens pour 25 sous. Puis des peut-être 25 sous. Des peut-être 25 sous. Parce que la majorité des gens, là, une très grosse... Ils voleront pas. Puis, admettons que la personne part avec le crayon, le lendemain, il vient en chercher un autre. Une fois qu'il va en avoir 20 chez eux, il y a quelqu'un qui va dire, hey, ça te tente pas de les ramener le crayon, là, j'ai tanné d'avoir ça. Fait que, mais c'est là que tu dis, si on donne pas des responsabilités à nos gens, puis on les implique pas, mais ça va tuer l'innovation. Puis c'est certain que la construction se doit d'avoir
ce besoin-là d'évoluer. Exact. Ben, tu le dis, il faut développer une société de confiance et non pas de méfiance. Puis je pense que le rôle hiérarchique dans l'implication d'un projet aussi doit être revisité. Là, on embarque dans un débat contractuel, mais chose certaine, tu m'expliquais au Danemark comment ça fonctionne. Mais définitivement que les entrepreneurs spécialisés devraient être impliqués le plus tôt possible dans des processus décisionnels pour améliorer, baisser des coûts de construction pour réussir à faire ça. Je pense que c'est un petit peu ce que vous réussissez à faire de votre côté. Mais dans tous les corps de métier, il faut que ça soit fait. On dit pas un sous-traitant, là. C'est des entrepreneurs spécialisés. Il faut travailler notre vision, qu'on est là tous ensemble dans un objectif commun. C'est la même chose d'une business, dans la façon qu'on s'en occupe. C'est la même façon qu'on élève nos enfants. Si on les responsabilise pas à un moment, ils voleront pas. Ils réussiront jamais à le faire par eux-mêmes, mais c'est la même chose qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on les développe, les grandes business aussi. Oui. Tantôt, tu parlais que vous avez fait le son en Ontario. Mm-hmm. Comment que c'est? Parce qu'on a changement de langage complet. Il y a, mettons, partiel et complet là, par moment. Mm-hmm. Vision différente. Des fois, je vois d'une province à l'autre, non, on distribue à travers le Canada certains de nos produits. Puis, je vois certaines visions, certaines façons de fonctionner au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique. Mm-hmm. Comment que c'est? Puis là, moi, je le vois comme transactionnel, là, puis relationnel avec ces gens-là. Ouais. Mais au niveau opération, comment que c'est? Bien, ça a été au début peut-être une adaptation différente. On va dire, OK, comment qu'on fait? Puis c'est difficile de rentrer des fois dans un marché quand on n'est pas encore connu, parce qu'on est rentré en tant que coffrage saunien. Avec le petit joueur de Montréal, là, il ne nous connaissait pas. Personne ne nous connaissait. Fait que c'était de repartir, de recommencer avec une mentalité différente puis des barrières de langue différentes aussi. Par contre, je pense que au travers tout le fil de notre évolution, que ce soit quand on a percé un nouveau marché, que ce soit l'Ontario, que ce soit Québec, ou de diversifier nos activités, il vient un moment quand on rentre dans ce marché-là où on se dit, OK, attends, je vais apprendre un peu comment ça fonctionne, mais je pense que c'est important qu'on garde notre couleur aussi. Puis ça, c'est extrêmement important. Puis des fois, il faut s'adapter, mais jamais oublier qui on est, parce qu'on ne s'est pas rendu là pour rien. Je l'ai entendu souvent, oh, mais Isabelle, c'est comme ça d'un dalle. OK. Oh, ça, t'aimes pas ça, hein? Là, non, ça, là, je suis comme, ça veut dire quoi, ça? Oui, mais Isabelle, ça marche de même d'un gru. OK, explique-moi. Après ça, oui, ça marche de même à Ottawa. On va retravailler ça aussi. Puis, il y a moyen, on a beaucoup à apprendre quand on rentre dans les nouveaux marchés, mais il faut faire très attention de ne pas perdre qui on est pour rester authentique. Ça ne veut pas dire pas évoluer, puis ça ne veut pas dire pas être ouvert. Mais des fois, ça, je me suis rendu compte au fil du temps que c'est pas si différent que ça. Puis le relationnel, la confiance, quand même qu'on parle pas la même langue, quand même qu'on n'a pas les mêmes origines, et qu'on n'est pas si différents. Puis ça, je l'ai senti. C'est sûr que de notre côté, il a fallu évoluer pour tout changer, pour s'amener vers un marché anglophone. On a parlé du branding, toutes nos politiques internes, nos vidéos sont bilingues, tout est bilingue, tous les documents qu'on reçoit. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est fait de façon transparente via nos systèmes. Puis c'était une évolution normale aussi vers des prochaines phases de croissance. Tu sais, immanquablement, on est à Montréal, Québec et Ottawa. Immanquablement, nos prochains marchés seront anglophones si expansion il y a. Fait que c'était normal de travailler ici. Puis aujourd'hui, dans la région d'Ottawa, c'est à peu près 300 employés là, maintenant là, qui travaillent local là-bas. Fait que c'est une belle gang, super belle gang. Puis on a découvert des richesses, des façons de faire différentes, c'est ça. Des expertises différentes. Puis c'est ce qu'on a fait. On a ramené ces expertises-là pour les standardiser dans le business. On est devenu meilleur au travers de cette épreuve d'ouvrir vers des nouveaux marchés. Oui, c'est ça, parce que eux, ils ont dû vous amener un knowledge, ou, là, je dis un knowledge, mais ils ont dû vous amener des points que vous avez dû faire. Oh my God, hey, on n'avait pas vu ça. Wow, quel bel apport. Boum. Puis en plus, avec vos standards, c'est comme bel apport. Parfait, c'est
c'est rentré. À partir d'aujourd'hui, c'est rentré. On le vote dans un comité, on s'assure de le mettre à la sauce synergie et c'est parti. C'est standardisé, on le ramène partout. Non, ça, c'est quelque chose qu'on fait bien. C'est quelque chose qu'on fait bien, qu'on fait rapidement, puis on s'assure de consulter les bonnes personnes. Tu le parlais avec ton meeting au Danemark. On est excellent dans les comités ad hoc, de s'assurer d'avoir les bonnes personnes, on se questionne, on leur brasse de toutes les façons, de toutes les facettes avec différents points de vue. On change les gens, c'est vraiment pas tout le temps les mêmes personnes dans les comités, le comité innovation surtout, qui nous permettent d'amener vraiment toutes les idées à un autre niveau avec les personnes qui vont l'utiliser. C'est quoi que l'avenir nous réserve pour Coffrage Synergie? Là, j'ai juste 40 ans. Oui, je sais, mais te connaissant, tu dois avoir, ça doit bouillir d'idées. J'avais peut-être pensé prendre 3 congés de maternité d'1 an, là, mais... Je suis désolé, c'est refusé. L'avenir chez Synergie. Écoute, il reste tellement à faire encore. J'ai tellement d'idées. Je rêve à beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, beaucoup de façons de faire. Mais chez Synergie, je veux surtout porter le message au-delà de Synergie. Moi, je rêve à semer des choses qui... Je viens à un moment, puis je le dis avec beaucoup d'humilité, il y a encore beaucoup à faire chez nous, puis on va le faire. Mais je le vois venir le moment où je serai plus capable d'avancer toute seule. Il faut que j'avance en industrie. Quand même que je continue à travailler ma business, à le faire, il faut continuer à faire évoluer nos façons de faire. Il faut continuer à travailler ensemble, à être transparent sur nos façons d'opérer, à pas tirer la couverte chacun de notre côté. C'est tellement important chacun dans nos domaines. Moi, si je veux m'assurer que l'industrie du béton coulé en place soit compétitive, intéressante, qu'elle évolue de façon environnementalement friendly, il faut réfléchir à tous les aspects, mais il faut réfléchir ensemble. Fait que j'espère qu'on va s'asseoir le plus souvent possible avec des tables, les producteurs de béton, avec les gens d'armature, avec les ingénieurs. On repense plein de façons de faire. On a des bonnes idées là, qui mûrissent à Ottawa, entre autres, les façons de faire qu'on voit à travers le monde. Fait qu'on s'inspire de ce qui se fait partout. On ramène ça ici, puis... Pour vrai, Synergie, il y a encore énormément à faire devant nous. On a un plan de relève super solide, des nouveaux actionnaires qui s'ajoutent à l'équipe, qui vont venir encore plus agrandir notre expertise. Vous êtes rendu combien d'actionnaires? Là, on est 12 actionnaires. Oh, wow! OK. Ouais. Il y en a des nouveaux qui s'ajoutent à l'équipe prochainement. Il faut partager cette expertise-là. On veut pas le faire tout seul. Tu sais, j'ai du plaisir à le faire, là, mais je veux pas le faire tout seul. Je veux m'assurer qu'on soit une gang, qu'on est en famille, on est tous ensemble dans la même direction. Fait que pour Synergie, il y a beaucoup qui s'en vient. Tantôt, on parlait un peu de la gestion, tout de votre côté ISO. Mm-hmm. Veux-tu me parler un peu de Elite Management, parce que vous avez été les premiers au Québec, puis là, en faisant mes recherches pour le podcast, j'ai vu qu'il y avait 3 ou 5 entreprises là, au Québec qui ont rentré dans le tu appelais ça le protocole, dans le processus d'Elite Management. Tu veux-tu en parler un peu plus? Oui, bien, Elite Management, ça se trouve être une certification qui assure un audit interne sur la gestion en santé et sécurité, principalement. Fait que l'Elite Management nous permet il y a différentes catégories. Il y a bronze, argent, or et platine. On a été dans les premiers à obtenir la certification, en tant qu'entrepreneur spécialisé, dans les premiers à obtenir la certification bronze. Mais rapidement, on s'est mis à regarder le programme, la façon que c'était fait, la plus-value que ça pouvait nous apporter pour encadrer notre programme santé-sécurité. Parce que comment qu'on fait pour que chacun des départements, moi, je travaille énormément à mesurer le succès. Si ça se mesure pas, j'ai donné mon maximum tangible aujourd'hui. Définis-moi maximum. Il va falloir qu'on s'en parle. Fait que pour réussir à ce que ça soit tangible, comment faire pour qu'une équipe santé-sécurité ait des objectifs autres que 0 accident? Ça devient un petit peu blasant au quotidien pour dire comment je fais pour m'améliorer, moi, là-dedans, comment je fais pour évoluer. Fait que la gradation avec les certifications Elite Management a donné des objectifs à notre équipe qui se mesuraient à travers cette gradation-là, puis j'ai senti un grand encouragement à ce que tout le monde y participe, que ça ne devenait pas juste une question de l'équipe. Qu'on est devenu le premier entrepreneur spécialisé à obtenir le or.
très peu de temps après qu'on ait obtenu le bronze, on a regardé les échelons, on s'est dit, on saute le argent, on s'en va direct au bronze. C'est pas assez, ça, juste. Ouais, pardon. Mais c'était faisable, c'était atteignable. L'équipe on est allé chercher l'engagement de l'équipe, puis les gens voulaient le faire. On regarde définitivement les autres certifications aussi, on regarde le platine, mais ça nous mène au-delà de ça. Moi, j'espère qu'un jour, les appels d'offres vont être considérés, pas juste le plus bas soumissionnaire conforme. Il y a le public, mais il y a le privé aussi. C'est important que tout le monde, on se rallie vers des objectifs qui sont bien au-delà du prix. Oui. Je pense que c'est quand même senti, compris. Les gens sont capables, de plus en plus, les développeurs, surtout les gens que c'est leur building qui comprennent l'importance d'un échéancier, qui comprennent l'importance d'un travail bien fait dans les temps, de miser sur autre chose que le plus bas soumissionnaire. Ça, je crois qu'on est là, on s'améliore. Mais j'espère que le public va y accorder de l'importance aussi. Puis en bout de ligne, d'un chantier plus sécuritaire qui atteint les objectifs en qualité, c'est plus payant pour tout le monde. Ça, c'est un des premiers cours que j'ai fait à l'université, puis ça m'a marqué, puis ça a marqué mon parcours, puis ça a marqué le parcours de plusieurs. Il nous donnait 2 charts. T'sais. Un qu'on commençait day one, puis l'autre qu'on organisait. Mm-hmm. Puis tout le monde était persuadé que si tu pars premier, mais éventuellement, le fait que tu étais bien organisé, que tu avais une cédule, que tout le travail était bien construit, bien, nécessairement, tu vas finir avant l'autre. Même si l'autre est parti avant toi au terme exécutoire, puis aujourd'hui, on le voit, là. Puis on le vit à tous les jours. Des chantiers qui... Puis là, je dis pas que le plus bas soumissionnaire, c'est jamais le bon gars. Là. La question n'est pas le prix, mais en fait, la question est là. Je dis pas parce que tu as le plus bas prix que tu es le moins bon. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est si tu es le mieux organisé, le prix à la fin, là, c'est... Tu sais combien que ça vaut pour un entrepreneur de finir dans les temps ou d'avoir 3 mois de délai? Exact. Puis je pense que de plus en plus, l'industrie est ouverte à regarder ça. Puis je la sens sur la vibe de vouloir... Comment qu'on fait pour mesurer la plus-value d'un entrepreneur? Ça, il faut que ça se mesure. Puis on sent l'industrie qui cherche, puis toute industrie confondue, qui cherche à mesurer les critères ESG aussi d'une entreprise. Puis ça va devenir, il y a énormément de gens qui militent en ce sens pour que les appels d'offres en soient évalués ainsi. Fait qu'honnêtement, moi, je pense qu'il faut, en tant qu'entreprise, se préparer à ça. Pas juste pour le bien fondé réel, mais parce que ce sera définitivement une réalité qui va venir vers nous et ce sera un changement souhaitable. On le souhaite, ce changement-là, mais ça va être une vague qui va arriver sur trop de gens qui ne l'auront pas prévu. Moi, j'encourage tout le monde, en tout cas, à se tourner de plus en plus vers la bonne façon d'opérer nos business à l'interne. Bien, je pense qu'on n'a pas le choix de passer par là. Parce que veut pas, comme tu dis, la vague va frapper. On l'a vécu avec toutes les entreprises qui étaient encore présentielles, papier, pas de communication via les réseaux sociaux, via les outils de communication. Ouais. On l'a vécu, là, quand ça a frappé, là, la pandémie. Puis la pandémie, il n'y a personne qui l'avait prédit, là, parce que c'est le gars qui l'avait prédit, il s'est mis riche, c'est sûr. Là. En tout cas, ou la personne qui l'a prédit, c'est ça, mais la journée que ça va arriver, parce qu'on sait que ça va arriver, aussi bien être prête tout de suite, puis vous en voyez déjà, outre le fait que vous pouvez être privilégié dans un appel d'offres, vous voyez déjà juste à l'interne les bénéfices de ça. Fait que ça doit être... je pense que ça doit être gratifiant aussi de voir que vous êtes des leaders dans ça, avec le projet, avec le processus d'élite management, le fait que vous soyez les premiers. Puis tout de suite, tout le monde a fait « Non, bronze pas assez. On s'en va en haut parce que voici les avantages. » Je pense que c'est tout à votre honneur, ça. L'équipe s'est bien investie. Je vois le temps qui court. J'aurais 2 petites dernières questions pour toi. Je t'écoute. De quoi tu es le plus fier dans ton parcours? Je sais que tu as 40 ans, tu vas me dire c'est au début de mon parcours. Mais de quoi tu es le plus fière, Isabelle? De quoi je suis plus fière?
de ma capacité à avoir évolué pour qu'à chaque jour, je me lève pas pour être meilleure, je me lève pour rendre les autres meilleurs. De voir le plein potentiel des gens, puis de dire, regarde, on va travailler ensemble, on va te mettre là où tu es bien, puis de te voir évoluer, puis de voir tous ces arbres-là pousser autour de moi, de voir toute l'expansion qu'on prend parce que ça fleurit non-stop. Des gens qui se sont épanouis. J'ai tellement d'exemples là, de gens qui ne croyaient pas en eux, qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas y arriver, qu'on a déplacé carrément de départements pour les faire atterrir à un nouvel endroit. On les a sortis de leur zone de confort. Puis aujourd'hui, je les vois être devenus des personnes tellement meilleures dans tous les aspects de leur vie. Honnêtement, d'avoir réussi à avoir cette capacité de faire ça et de m'en gratifier à tous les jours, ça, c'est de loin ce qui me rend la plus fière. C'est sûr, ça doit être une très belle paye de voir ça. Je fais souvent le parallèle avec un jardin, de commencer tes pousses. Puis c'est plein de facteurs. Là, des pousses dans un jardin, c'est plein de facteurs. C'est le soleil, c'est les vitamines que tu as mis dedans, c'est l'environnement, c'est l'eau. Puis qu'après ça, tu mets dans le potager, puis que tu vois évoluer, puis qu'à la fin, ça sort des super beaux fruits qui te sont redonnés. Parce que ces gens-là, ils doivent te redonner beaucoup au quotidien. Il y en a qui doivent être hyper reconnaissants de l'opportunité, mais ils doivent être très reconnaissants de ce que tu as pu leur apporter pour les rendre où ce qu'ils sont là. Fait que certains comme paye, ne peut pas demander bien mieux. Hein? Je peux pas demander mieux, honnêtement. Moi, on m'a donné l'opportunité de m'épanouir dans mon travail. On m'a fait confiance. Puis ça, je vais toujours le redonner. Puis des histoires des gens qui ont commencé avec nous autres, qui avaient 14 ans, qui avaient des camions en arrière, puis qu'aujourd'hui, c'est des surintendants généraux, actionnaires de la business. Des parcours hallucinants, des chargés de projet qui travaillaient dans un bar, puis toutes sortes de cheminements, puis aujourd'hui, directeur de projet, puis qui mènent de front des chantiers. Écoute, des histoires en succès, là, on en a tellement. Des couples qui ont été créés au sein de l'entreprise, des familles, on a même... Il y a une famille, c'est 3 générations qui travaillent avec nous. Puis c'est pas parce que la business, elle a 100 ans, c'est parce que les gens se réfèrent et disent « Non, tu comprends pas, là. Viens travailler avec nous autres, viens avec nous. » Bon, on a adjoint une fille extraordinaire à qui t'as parlé, Tamara, que son frère travaille avec nous comme grutier depuis super longtemps, qui a dit « Non, elle a aucune expérience dans ce qu'elle fait. » Elle dit, viens voir, viens, tu vas voir, tu vas comprendre c'est qui Synergie puis qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter. Ah oui, on est exigeant. Ah oui, on travaille fort. Mais on a tellement de plaisir à le faire, à amener ça à un autre niveau, puis je le souhaite vraiment à tout le monde, ça. Faites-vous des capsules de ces histoires-là de des succès, témoignages? Ouais. Il y en a qui ont sorti, sur les réseaux sociaux un peu. On en fait beaucoup à l'interne. On partage ces informations-là à l'interne, toutes sortes de moments. Des gens qui sont venus témoigner au congrès, qui sont venus, il y en a qui étaient moins à l'aise en live, qu'on a tourné des capsules. On a travaillé là-dessus, à promouvoir ces belles histoires-là. Parce que je pense, en mettant l'humain en priorité, je pense à... ça doit tellement être gratifiant pour tout le monde, un peu comme tu disais, de voir l'évolution des gens, mais de voir aussi que mon histoire tient à cœur le restant de l'entreprise. C'est sûr que les gens doivent vouloir venir travailler. On va mettre l'adresse pour envoyer vos CV chez Synergie. On prend toutes les candidatures spontanées. Mais c'est toujours comme ça qu'on a fait grandir la boîte. Hein. C'est avec des talents qui se sont collés, des gens passionnés qui disent, comme mon entrevue qui a été toute simple, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire, je sais que j'ai besoin d'aide. Peux-tu commencer maintenant? Puis se questionner après ça. À partir du moment où la personne, elle est passionnée, impliquée, déterminée à avancer, le reste, ça s'apprend. Comme dernière question, qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage en tant que personne au niveau de
de la construction, au niveau de synergie, au niveau de la maman. Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage à tout ce beau monde-là? Ça, je répète, moi, je veux m'assurer que tout le monde, sans exception, qu'on se lève de matin. Tu sais, des journées plus difficiles, là, ça l'arrive. On en a tous, puis c'est correct, mais de s'assurer qu'on puisse compter les uns sur les autres, que les gens puissent arriver au travail, de pouvoir se coller les uns sur les autres. C'est drôle en tant que COVID de dire ça, là, mais on a tellement besoin du contact humain. On a tellement besoin de se rapprocher, de se supporter l'un et l'autre, hein, et de pouvoir partager nos joies, nos peines. Puis c'est pas de passer nos journées à se compter nos histoires, c'est pas ça. C'est juste de se sentir appuyé. Puis des fois, là, un regard, moi, j'ai des histoires des gens, des gars, des fois, qui étaient un peu découragés, puis je les ai juste regardés. J'ai dit, tu sais, on est là pour toi, tu me le dis si je peux t'aider. Puis j'ai jamais su c'était quoi l'histoire. Mais juste parce qu'ils sont pas venus me la conter. Mais ils m'ont dit, des partagés des fois, des années après, que dit, tu sais, Isabelle, cette fois-là que tu me dis ça, là, ça a tout changé dans ma vie. Fait que moi, de démontrer que je peux être une leader positive, puis que surtout, que chacun d'entre nous en a un leader positif en soi, peu importe le rôle qu'on a joué, c'est ça le leg que je veux donner. Ben, il n'y a plus rien d'autre à dire. Isabelle, un énorme merci. Je n'aurais pris pendant des heures de ça. Tu m'inspires énormément. Plaisir, Bruno. C'est énormément rafraîchissant de ce discours-là au niveau de la construction. C'est wow. Je te dis, tu sais, quand je te dis que je prends des petites pauses à la fin, c'est un peu à cause de ça. Merci énormément pour de vrai. Tu faisais partie des personnes que je voulais avoir au podcast depuis le jour 1. On était tous super occupés d'un bord puis de l'autre. Puis merci énormément d'avoir apprécié. Je suis persuadé que les auditeurs ont adoré ce que tu nous as raconté dans les 2 épisodes. Donc, merci beaucoup à toi. Merci à Mylène, Antonella. Sans vous savez que les réseaux sociaux et tout ça, vous faites un job extraordinaire, le montage. Merci Nicole à la console, encore une fois. Pour ceux qui veulent louer le Studio SF pour faire des podcasts, c'est disponible, n'hésitez pas. Nick, Fred, Pierre, merci beaucoup encore de l'opportunité que vous me donnez toutes les semaines de faire un merveilleux podcast. Pour les auditeurs, ben on se voit la semaine prochaine avec l'histoire et le parcours d'un autre entrepreneur. Donc, sur ce, à la semaine prochaine.